Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver dans Parole d'experts sur H24, l'émission qui vous permet de décrypter l'actualité, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique ou qu'elle soit sportive. Et le sujet d'aujourd'hui, allie les deux, sportif et économique, et même politique, et même social. Bon bref, c'est un cocktail qui est absolument incroyable. C'est la Coupe du Monde 2030 que le Maroc abritera en partie et dont nous avons eu la nouvelle officielle. C'était en octobre dernier, souvenez-vous, en 2023. Et la question est de savoir quel impact une Coupe du Monde a-t-elle sur un pays et quel impact aura-t-elle sur le Maroc en particulier. Est-ce qu'accueillir une Coupe du Monde est si bon que ça? Et de quelle manière cette Coupe du Monde pourra impacter sur l'investissement, sur l'économie, sur le développement de nouveaux projets, que ce soit en termes d'infrastructure ou également sur le plan sportif? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans Parole d'experts. Et pour en parler aujourd'hui avec moi, j'ai le grand plaisir de recevoir, je vais vous expliquer pourquoi c'est eux qui sont sur le plateau aujourd'hui. Tahar Zrari, qui est directeur général adjoint de Sogé Capital Gestion. Bonjour Tahar, ça va? Faisal, très bien, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et Karim Fnout, qui est directeur adjoint de la Banque d'investissement au sein de Société Générale Maroc. Merci Karim d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, pourquoi vous êtes avec moi, vous particulièrement aujourd'hui? C'est parce que l'année dernière, déjà en avril-mai, vous aviez publié une étude prospective, donc, et avec vu vos compétences et vos domaines de compétences particulières, vous avez évalué l'impact que pouvait avoir une Coupe du Monde si elle était attribuée au Maroc en 2030. Et là, pour le coup, paf, ça tombe. En octobre 2030, la Coupe du Monde est attribuée au Maroc en partie, avec l'Espagne et le Portugal. Et vous avez un peu réactualisé cette étude. Et c'est intéressant de savoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ressorti, savoir comment vous avez mené cette étude et à quoi on pourrait s'attendre. Et encore une fois, c'est une étude prospective. Et on va essayer de comprendre comment vous l'avez faite pour voir quel impact la Coupe du Monde pourra avoir sur le Maroc. Alors, déjà, je pose la question à tous les deux. Pourquoi faire une étude pareille? Et surtout, comment vous l'avez faite? Parce que c'est pas seulement de dire, une Coupe du Monde, ça va ramener des gens, ça va ramener de l'argent, ça va ramener des investisseurs. Mais il y a une analyse beaucoup plus fine à faire sur le sujet. Je pense qu'on a eu l'idée et on a eu une bonne idée finalement, et ça révélé bonne pour essayer les premiers vraiment de comprendre un peu quel est l'impact de cette éventuelle Coupe du Monde, parce qu'on parle il y a un an. Je laisserai Tahar un petit peu, parce que c'est lui qui a dirigé cette étude, en parler, quel angle on a pris, etc. Il faut peut-être juste préciser que notre étude est d'abord une étude sur le coût d'organisation. D'accord. Je pense qu'on parlera aussi de l'impact positif économique, mais c'est d'abord une étude sur le coût. Et deuxième chose, qu'on va la réactualiser dès qu'on a de nouvelles données, que je pense que les données vont commencer à tomber de plus en plus quand les investissements vont avoir lieu. Donc, je laisserai en discuter. Le coût et puis aussi l'impact. Alors oui, effectivement. Comment est-ce qu'elle a été menée cette étude? Sur quelle base? Avant le fait de la mener, la jeunesse, comme l'a dit Karim, c'est que nous opérons sur des marchés. Un marché action d'un côté, puis un marché obligataire de l'autre. Par un marché obligataire, c'est synonyme de dette. Construire veut dire emprunter, veut dire avoir un produit de dette, et donc, en l'occurrence, des taux d'intérêt qui iraient dans un sens ou dans un autre, puisque c'est un marché régi par une offre et une demande. Et donc, de là est venue cette idée d'essayer de quantifier quels seraient ces coûts, et donc d'essayer de cerner qui les prendra en charge. Est-ce que ça serait à la solde de l'État, donc de l'argentier du royaume? Est-ce que ça serait dans le cadre de partenariats publics-privés? Et par la suite, bien sûr, essayer d'apprécier les conséquences positives ou négatives. Avant de rentrer encore une fois dans le détail, je reprendrai un mot que tu as cité d'ailleurs qui coule de sens, c'est abriter une Coupe du Monde. Oui. Parce qu'il y a un amalgame sémantique qui est fait entre abriter et organiser. Oui. C'est la FIFA qui organise et c'est le Maroc qui abrite. On est d'accord. Et en coule juste après une logique de coût, puisque les recettes, logiquement, et de par nos recherches, remontent vers la FIFA. Néanmoins, ce qu'un pays en récolte, c'est une médiatisation, une visibilité internationale, un essor et un héritage sportif.
mais également toutes les mises à niveau qui doivent avoir lieu sur différents plans, que ce soit ceux des terrains, des centres d'entraînement, en passant par les voiries, l'infrastructure de base, ou encore une culture, une digitalisation. Et donc, ceci générera des coûts, mais l'ambition se doit de payer sa dette. Et donc, le fait d'organiser avec nos voisins ibériques, d'abriter, merci pour la correction, et donc d'abriter l'organisation avec nos voisins ibériques, c'est quelque chose qui permettrait au Maroc de marcher au pas par rapport à ses propres ambitions et, en effet, atteindre tout ce qui sera de rigueur pour 2030. Alors justement, merci de ce contexte, parce que c'est important de faire la différence entre abriter et organiser. Bien comprendre que lorsqu'on abrite une Coupe du Monde, c'est pas parce qu'on vend des tickets que le prix des tickets vienne chez nous. Non, ça va à la FIFA. Mais il y a un ensemble aussi, c'est assez complexe quand même comme type d'organisation. Il y a tout ce qui relève des politiques du pays en particulier, des investissements qu'il doit faire lui-même, des investissements qu'il doit faire en partenariat avec le privé. Et c'est sur cette base-là que vous avez dit, tiens, ça va se générer non seulement du flux sur le marché de la dette et aussi sur le marché sur le marché obligataire. Exactement. D'ailleurs, au niveau de notre étude, nous avions quantifié une enveloppe globale de 50 à 60 milliards de dirhams. Bien sûr, ce n'est pas le fruit du hasard que les stades coûteraient 20 milliards de dirhams et que nous les avions estimés à 17 milliards de dirhams. C'est qu'il y a derrière une démarche scientifique qui a consisté en une étude de l'existant, une comparaison, une appréciation des dernières projections telles qu'établies au niveau du book publié lorsque le Maroc avait soumissionné pour l'ancienne participation, celle qui devait avoir lieu en 2026. Mais également, la data, les données sont disponibles de par le monde pour voir ce qui s'est passé tant sur les Jeux Olympiques de certains pays. Ça, c'est un point très important. Peut-être que Karim en reviendra dessus, mais j'ouvre une petite brèche qui est que les Jeux Olympiques d'Athènes ont été organisés, mais par la suite ont créé vraiment un tollé financier de stabilité. On va revenir sur tous les impacts qu'on peut avoir à travers le monde. Et c'est là qui est la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment bien tirer son épingle du jeu intelligemment pour que ça ne soit pas non plus un gouffre en termes de coûts, parce que c'est des engagements qu'on ne peut absolument pas éluder. Alors, j'aimerais juste sur la question de coûts. Tout le temps, que ce soit les Jeux Olympiques que vont abriter Paris dans quelques semaines, maintenant, ou dans quelques mois, on part d'un budget, on finit toujours un budget qui est au mieux. Déjà, alors, pourquoi on sous-dimensionne tout le temps? Alors, c'est pas une question marocaine, là, c'est une question mondiale, et dans toutes les compétitions internationales, que ce soit les JO, que ce soit les Coupes du Monde, on est tout le temps dans un sous-dimensionnement. Moi, ma question est de savoir, vous qui êtes des financiers, est-ce que c'est pas fait exprès? Alors, je vais peut-être essayer de répondre à ça. Peut-être exprès, non, mais je pense... Alors, il y a deux choses très intéressantes. Moi, j'ai fait quelques petites recherches un peu sur les études scientifiques qui ont été faites académiques. En fait, non seulement on sous-estime le budget, mais on surestime les rentrées. Oui. Donc, il y a un double effet. Oui. Et ça, alors les JO, c'est encore, on va dire, beaucoup plus important parce qu'il y a une panoplie de terrains différents et qu'on va probablement pas réutiliser. Enfin, des arènes d'escrime, ok, c'est très bien, mais ça intéresse pas nécessairement beaucoup de monde. Ou le curling. Ou le curling, je sais même pas ce que c'est. Mais en tout cas, on est... Je sais pas ce que c'est que le curling. Non. C'est la compétition de ballet, là. Désolé pour les gens. Il y a des gens qui font du curling, mais c'est voilà. Je vois. Donc, les JO, c'est encore plus grave, mais sur une Coupe du Monde, on a quand même beaucoup d'infrastructures à mettre en place, etc. Donc, on va peut-être revenir sur quelques chiffres, en tout cas que j'ai vus. N'oublions pas que les chiffres ont complètement explosé. La dernière mouture, celle de Qatar, ça a quand même coûté 220 milliards de dollars. Enfin, le montant est juste ahurissant. C'est à peu près 10 fois plus que les précédents qui ont coûté à peu près 18-20 milliards de dollars. Pardon. Si on devait comparer ça au PIB de certains pays, on serait c'est juste... On fait des comparaisons, c'est absolument incroyable. Je crois que ça va dépasser plusieurs pays. Oui, de certains. Voilà. C'est totalement astronomique. Bon, après, je ne pense pas, et heureusement,
qu'on est sur ces ordres de grandeur. Je rappelle que nous, la première estimation, et à mon avis, il va probablement la revoir à la hausse, c'est 60, soit peut-être entre 50 et 70 milliards de dirhams, c'est-à-dire entre 5 et 7 milliards de dollars ou d'euros. Probablement qu'on va aller au-delà. Mais bon, mais en tout cas, on n'est pas sur les mêmes proportions. Alors pourquoi? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense une des questions, une des réponses possibles à ta question, Faisal, c'est de dire qu'une Coupe du Monde, ce n'est pas uniquement de l'économie. Et d'ailleurs, si on ne l'analyse que d'un point de vue purement économique, on ne devrait pas le faire. Oui. Mais il y a d'autres choses. Il y a l'image, il y a, et Qatar l'a fait pour aussi l'image de Qatar en tant que pays, mais aussi du monde arabe, on a et du bien monde vu arabe. ce que ça... Bon, voilà, c'est c'était une d'abord- espèce de revanche géopolitique sur l'Europe, on ne parlera pas, mais bon. Donc ouais, il y a c'est- beaucoup d'effets psychologiques. Elle a aussi fait pour essayer de se diversifier. Après, on verra si ça réussira dans le temps ou pas de diversifier, en fait, de décarboner quelque part son économie, qui est une économie qui est basée sur le gaz principalement. Donc il y a d'autres choses. Il n'y a pas que l'économique. Et d'ailleurs, je répète, analyser une Coupe du Monde uniquement sous le Sur le- prisme économique. purement économique est un non-sens. Pourquoi? Tahar l'a dit, et je pense que beaucoup de gens ne le savent pas, les revenus sont principalement aux mains de la FIFA. Oui. Les tickets, c'est la FIFA, ce n'est pas le pays hôte. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail, il y a quand même la plus grosse partie des revenus, c'est le revenu télévisuel, le broadcasting. C'est le direct. Ça, c'est le C'est le direct. revenu direct. Ça, c'est le revenu direct. Et c'est à moitié entre le pays hôte D'accord. et la FIFA. Et les dernières estimations que j'ai vues il n'y a pas longtemps, pour Qatar, c'était 18 milliards de dollars. C'est pas mal. Donc, à peu 10 près millions 9,9. Ouais. 9. Bon. Là, du coup, pour nous, il y aura probablement un peu d'inflation. Mais il y aura une péréquation, j'imagine. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'Espagne et le Portugal aussi. Exactement, il y a C'est trois c'est un pays. montage qui est différent. Voilà. N'oublions pas également que c'est le jubilé de 2030, donc les 100 ans de la Coupe du Monde, Oui. dont les 6 premiers matchs seront organisés en Amérique du Sud. Oui. Donc avec un certain différé de temps, 14 jours, entre le fait que les équipes rejoignent l'Europe, qu'elles puissent récupérer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui se rajoutera dans la logistique et les droits et tout ce qui va avec. Donc, pour faire très, très, très schématiquement, c'est, on va dire, un tiers, même si en réalité, ce ne sera pas ça, parce qu'il y aura effectivement plus de matchs dans certains pays que d'autres. Et le reste, c'est les nuitées d'hôtel, c'est les shopping, etc. Je veux dire, c'est pas non plus... voilà. Le tourisme. Voilà. Voilà. Exactement. Alors, quand on voit tout ça, bon, merci en tout cas encore une fois, c'est important de revenir là-dessus, parce que dans les abus de langage, que ça soit abrité, c'est pas organisé, et que ça soit ce que rapporte une Coupe du Monde, c'est jamais du direct. C'est beaucoup d'immatériel. C'est du matériel parce qu'il y a des ressources comme les droits télé qui rentrent, mais il y a aussi tout ce que ça peut ramener, comme on a bien vu déjà, on le vit aujourd'hui en 2024, avec l'explosion du tourisme, grâce au parcours du Maroc à la Coupe du Monde. Donc on imagine que ça va driver à ce niveau-là. Ensuite, comment on estime, alors on l'a bien vu, ce que ça peut avoir, parce que vous avez fait cette étude, c'est pas innocent, vous êtes des financiers, le marché de la dette, ça vous connaît, vous êtes sur le capital gestion, on est gestion de l'épargne. De l'épargne. Est-ce que quel impact ça va avoir sur le marché bancaire? Ça, c'est intéressant, sur le marché bancaire marocain. Le marché bancaire à proprement dit est un marché appartenant à un secteur coté. Et donc, effectivement, il va être scruté de près. Une banque, son métier avant tout, c'est d'octroyer des crédits à travers des dépôts. Donc, plus il y a de l'économie qui circule, plus il y a de la richesse, forcément, par conclusion assez directe, je ne vais pas rentrer dans des mécanismes sophistiqués, il y aura plus de dépôts. Forcément, de l'autre côté, plus d'économie, plus de croissance voudra dire plus de consommation, plus d'investissement, et donc solliciter davantage les banques à ce qu'elles octroient des crédits, que ce soit pour des personnes physiques, puisque ces personnes physiques se trouveront à la fois ouvrières mais aussi consommatrices, mais également des personnes morales telles que des sociétés qui auront besoin de renflouer leurs besoins d'investissement. On peut aller plus haut dans le bilan d'une banque puisque le haut de bilan ferait que certaines sociétés fassent appel
au département de conseil de corporate afin de restructurer leur bilan, d'augmenter le capital, de faire appel au marché de la dette. Ça aussi, c'est des services qui sont proposés par les banques. Donc, on peut dire qu'au niveau du top line, autrement dit le PNB des banques, cette conjoncture 2024 PNB, c'est le produit net bancaire. C'est finalement ce que gagne la banque. Voilà, c'est le chiffre d'affaires c'est le chiffre d'affaires d'une banque, effectivement. J'éviterai les sigles dorénavant. Oui. Non, mais c'est ça. Parce que les acronymes dans les banques, il y en a un paquet. Ça serait émission. On peut faire 15 émissions avec ça en essayant de décliner les acronymes. Voilà, c'est quelque chose qui, effectivement, mettrait ce secteur au centre des projecteurs avec un vent en poupe. Aujourd'hui, on a un système bancaire qui est extrêmement solide, reconnu. C'est ça. Après, c'est pas pour rien que la Coupe du Monde, on va l'abriter, parce que c'est un ensemble, c'est tout le parcours du Maroc depuis une vingtaine d'années, que ce soit la stratégie de Sa Majesté, tout ce qui a été fait là. Bref, on a bien vu, sinon on l'abriterait pas cette Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, ce système bancaire, est-ce que justement ça fait partie de cette garantie qui est donnée? Parce que en gros, demain, si on doit construire des stades, si on doit construire des hôtels, si on doit aujourd'hui mettre à niveau les infrastructures, il y a les fonds, il y a l'État, il y a les banques marocaines. Est-ce qu'aujourd'hui, tout cela est déjà en train de se mettre en place pour pouvoir répondre aux exigences de 2030 ? 2030, c'est demain, hein. J'ai envie de dire qu'on est déjà en mode branle-bas de combat, puisque les banques sont déjà actives sur des financements. J'ai envie de préciser un truc qui est très important. Le Maroc, de par la clairvoyance de Sa Majesté le Roi, de par ses politiques, a insufflé une orientation de construction et de mise à niveau qui irait effectivement de bon train avec une organisation de Coupe du Monde, mais bien au-delà. Je m'explique à titre d'exemple. Nous disposons actuellement d'un réseau autoroutier de 1800 km. C'est quasiment L'objectif est d'aller à 3000 km. La question, est-ce que c'est pour 2030 ? Non, pour 2040. Donc nous faisons notre chemin. Les investisseurs également. Oui, la vie ne s'arrête pas en 2030. Exactement. Heureusement. Oui, non, mais c'est ça. Voilà. Donc, je l'ai dit en début, je reprends cet adage que l'ambition se doit de payer sa dette. Donc, si notre ambition est de construire une fin en 2030, il y aurait beaucoup de ratés, puis il y aurait beaucoup trop d'emballements qui ferait finalement un retour de manivelle très brusque. Alors justement, ça c'est toujours la question qui se pose dans des pays comme les nôtres où on a besoin d'infrastructures sportives, contrairement à d'autres pays en Europe ou aux États-Unis qui ont déjà des stades absolument incroyables et qui mettent à niveau, etc. Nous, on va avoir besoin que le projet du grand stade de Ben Slimane. Mais il y a aussi la question de ces stades, les éléphants blancs qui disent, allez tiens, on construit et après, qu'est-ce qu'on en fait ? Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie question dans la manière avec laquelle on réfléchit les infrastructures. Alors, moi, je vais prendre ce point. Oui, effectivement. Je pense que c'est vraiment là le cœur du sujet et du débat. Il faut qu'on investisse clairement. Et l'investissement qu'on va faire va servir pour les générations futures. Mais il faut aussi qu'on investisse d'une manière logique. Et tu as souligné un très très bon point. Le grand stade de Casa, aujourd'hui on dit que ce sera peut-être le plus grand stade du monde. Très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait après ? Il faut qu'on en réfléchisse. Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'on est quand même un pays de foot. Et aujourd'hui, quand on voit le stade Mohamed V, on sait tous que, bon, pas nécessairement là où il faudrait qu'il soit. En centre-ville, etc. Donc déjà, il y a quand même Un bémol. On est un pays de foot. Oui, il y a tous les pays peuvent se dire qu'ils sont un pays de foot, mais on le voit vraiment là, on est content parce que quand on voit maintenant dans une ville comme Rabat, ailleurs, on voit fleurir des terrains de foot, des mini-terrains de foot un peu partout. On sera un vrai pays de foot quand on pourra jouer au foot un peu partout. Oui, mais à nous de transformer, nous de transformer l'essai. Mais ce que je voulais dire par là, vous allez retrouver, si vous cherchez un peu sur Internet, par exemple, qu'un des grands stades qui était à l'époque, je crois, le plus grand, qui a été construit pour la Coupe du Monde du Brésil, a été transformé en parking. Donc, quand tu parlais d'éléphants blancs, c'est exactement ça, les choses qu'il faut qu'on évite absolument. Donc, maintenant, on aura, Inch'Allah, un très très beau terrain de foot. Il faudrait il y a 100 hectares, donc il faudrait qu'on construise toute une infrastructure autour pour créer peut-être une ville des sports où les gens de Casa et de Rabat pourront aller passer la journée, faire du sport et faire d'autres choses. Donc il faut, dès le départ, qu'on ne construise pas un stade
quelque part où il n'y a pas d'interconnexion avec le reste, même si je sais que c'est prévu, Oui. et que voilà, il faut que ça vive. Et on ne va pas faire un stade à 5 milliards de dirhams pour qu'il serve 3 fois par an. Donc il faut absolument qu'on évite ce genre de choses. Je pense que la réflexion est entamée et on charge à nous aussi Dans, de le dans le Maroc dire. aujourd'hui, oui, je pense qu'on peut avoir confiance. Ça aurait été il y a 30-40 ans, je pense qu'on n'aurait pas eu la même prospective, mais là aujourd'hui, je pense qu'il y a la réflexion. Mais c'est pas évident, encore une fois. Oui, bien sûr. Il faut avoir une vraie vision et intelligence pour savoir ce qu'on va faire d'un stade comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que c'est vrai que, allez, on pense directement au stade, mais il n'y a pas que les stades à construire. Bah non, sûr que Centre d'entraînement, hôtel, Ouais. nos capacités hôtelières aujourd'hui sont en deçà de l'ambition telle qu'elle devrait être honorée pour 2030. Et donc, il y a un grand effort à faire. Fort heureusement, il y a des professionnels du secteur bien avisés, aguerris, qui commencent à déployer toute l'ambition et la volonté nécessaires. Un secteur qui est suivi, encore une fois, par un financement bancaire, très probablement. Et là, je n'oserais pas parler dans la casquette bancaire exacte, mais plutôt d'asset manager, pour dire que ces efforts-là ont un retentissement clair sur le comportement de la bourse de Casablanca. On peut observer de tout ce qui est valeur du secteur BTP, bâtiments et travaux publics, hôtellerie. Ce sont des valeurs qui jouissent d'une embellie et d'une envolée. Et on le dit souvent, mais pas assez, le marché se trompe rarement, surtout quand il agit à l'unisson et d'une manière unanime. Donc, ce qui transmet que cette mouvance est en ordre de marche. Et ce que je peux rajouter, enfin ça si tu permets, c'est oui, alors, bien sûr on a des hôtels qu'on doit construire, on a les stades à mettre à niveau ou à construire. Ben, on parle d'un TGV éventuellement, en tout cas à Marrakech c'est probablement sûr et peut-être à Guédir. Mais c'est le transport urbain et interurbain qui va... Enfin il y a plein de choses, il faut, comme on a dit tout à l'heure, connecter les points, c'est-à-dire si on fait un stade à 5 milliards de dirhams, il va falloir quand même une ligne qui va, enfin des routes et un train. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Bah, il y a l'infrastructure, l'infrastructure des aéroports aussi. On a vu des images, des vidéos sur une cohue à Marrakech parce qu'il y avait trop de monde. Donc ça, il va falloir forcément aussi adresser ça. Mais tout ça, je pense qu'il y a des plans Et pour encore, ça. il faut quand même souligner qu'aujourd'hui, il y a eu un travail monumental qui a été fait à l'aéroport Mohamed Khamis. Et qui va continuer. Et qui va doit continuer. Mais il y a même eu la question se poser sur un deuxième aéroport de Casablanca. On n'en a pas encore entendu parler, mais c'est vrai que ça, il y a une vraie question à se poser à ce niveau-là. Dernière question, merci en tout cas pour vos éclairages. Est-ce que vous êtes confiant? Bien sûr, vous allez dire oui, mais essayez de me donner quand même un petit... Moi oui, parce que je pense que il faut éviter certains écueils. Clairement, on en a parlé, les fameux éléphants blancs. Mais toute cette infrastructure aujourd'hui, pour moi, en tout cas tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, a du sens. Elle a peut-être moins de sens, sans citer le pays, mais si je vais le citer, prenons le Qatar, qui a fait beaucoup de très très belles choses, mais qui a envie aujourd'hui d'aller au Qatar? Un peu plus de monde certainement qu'avant, mais pas tant que ça. Et d'ailleurs, on avait vu aussi sur les réseaux sociaux le lendemain de la fête, avec des terrains vides, des rues vides. Je pense qu'on n'est pas dans ce problème-là. On est un pays de tourisme, et on va encore développer les choses. Et donc, on est, je le redis, un pays de foot. Donc, je pense que nos fameux stades, on va les remplir d'une manière ou d'une autre, peut-être pas à 100%, mais à 80%, et ça c'est très bien. Et donc, je pense qu'on pourra éviter la plupart des problèmes, mais attention, ça a un coût. Et il faut le dire. Ça aura un coût, et il ne faut pas penser que le mois où on va avoir plein de touristes, ça va compenser tout l'investissement. L'impact se ressentira bien sûr sur des années après. J'y adhère totalement. Là où le bas aurait blessé, c'est effectivement d'avoir des projections à tout bout de champ pharaoniques et qui nous auraient laissé des éléphants blancs. Bon, je reprends l'expression parce qu'il est vraiment à juste titre. Cette ambition colle avec la vision marocaine sur les 30 voire 40 prochaines années. La mise à niveau du BTP, l'infrastructure, et donc dans son sillage, la mise à niveau des terrains sportifs et abriter une Coupe du Monde digne de cela. C'est sûr que ça sera le cas.
beaucoup d'effets positifs sur l'économie directe et indirecte aussi, et de facto sur les marchés financiers également, qui d'ailleurs commencent à témoigner cet engouement. Et au-delà de 2030, il n'y aurait que des choses positives, espérons-le, sans choc exogène, sans tension économique ou géostratégique et politique. Les choses seraient de bon augure d'ici 2030 et au-delà. Un dernier chiffre, si tu Ouais, permets, Faisal. vas-y. L'impact à court terme Mhm. de la Coupe du Monde sur le Qatar a été évalué par le FMI entre 0,7 et 1% du PIB. Ok. On voit bien que ce n'est pas... Ah. Ouais, mais 1%, C'est bien. 1% Mais du c'est- PIB du Qatar, c'est Oui, c'est 1% pas du mal. PIB, c'est pas mal, Valeur mais, absolue. mais c'est juste l'impact Moi, positif. je veux bien ce 1% du PIB du Qatar. Sans parler des 220 milliards, on est bien. Oui, oui. Bon, ils les ont vite rattrapés. Ça sort vite le gaz et le pétrole. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été Merci avec à nous, toi. de nous avoir donné Merci à cet toi. éclairage, d'avoir une vision pragmatique, documentée, hein, au-delà de ce qu'on peut à chaque fois avoir dans les observations et les commentaires. On se retrouvera en 2030 et puis on verra ce que ça donnera. Mais on se verra avant pour d'autres sujets, bien évidemment. Voilà, vous pouvez nous poser toutes vos questions, nous laisser vos commentaires, ce que vous en pensez. On se retrouve très vite sur H24 dans Parole d'Expert. Bye bye.